Quand j'ai entrepris cette étude sur Napoléon, je savais sur lui ce que tout le monde sait. C'est un officier corse qui s'est couvert de gloire au siège de Toulon, qui a dirigé l'expédition d'Italie, qui a dirigé l'expédition d'Égypte, qui s'est emparé de la France au 18 Brumaire. 4 ans plus tard, le voilà empereur. C'est une succession de victoires, jusqu'à ce que ça tourne mal au moment de la terrible retraite de Russie, vous savez. Le voilà qui abdique, il revient, les 100 jours, après de l'île d'Elbe, de nouveau abdication, et puis l'homme de Sainte-Hélène, vous savez, la fameuse image de l'aigle captif qui bat des ailes au sommet de son récif. Ben, tout ça, c'est une image traditionnelle, en effet, de Napoléon, et c'est celle que nous donne, par exemple, M. Jacques Bainville, dans son livre de 1935, et Louis Madelin. Je souligne le nom de Louis Madelin parce que, après Frédéric Masson, qui avait donné un très grand nombre d'ouvrages sur Napoléon à la fin du 19e et au début du 20e, Louis Madelin était devenu, en somme, l'auteur classique sur Napoléon. Quand je préparais, il y a bien longtemps, l'entrée à l'école normale supérieure, c'était le livre, je dois dire, qu'on nous imposait. J'ai donc appris Napoléon dans Madelin. Ben, depuis cet âge reculé, je me suis aperçu, vous le savez aussi, hein, qu'il y a 2 histoires. Il y a une histoire de bonne compagnie, une histoire bienséante, une histoire académique. Et puis il y a ce que Peggy appelait une histoire historique. Et depuis 1864, c'est vieux, hein, Victor Hugo, dans son William Shakespeare, avait dit « Il serait temps que l'histoire entrât dans la voie des aveux ». Ben voilà des années que j'essaye sur différents sujets de ramener l'histoire à la vérité, si je puis, et je dois dire que des progrès sérieux s'accomplissent. Par exemple, l'ouvrage de 1965 de M. Georges Lefebvre sur Napoléon, je vous assure qu'il marque un progrès par rapport à ceux de Madelin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans une étude comme celle que j'entreprends avec vous, il faut partir à zéro, voyez-vous. Il faut reprendre tous les documents. Partir à zéro, ça veut dire s'appuyer sur les faits, sur les documents, sur les sources. Et encore, il faut faire la critique des documents. Il faut regarder des paperasses. Quelquefois, on se moque de moi parce que je suis l'homme des vieux papiers, des petits papiers, mais je vous assure, c'est très passionnant de sentir, enfin d'entendre, pour ainsi dire, de sortir de ces paperasses mortes, quelque chose comme un cri qui vous vient dans le visage. Quel est le but de l'histoire? C'est 2 choses. C'est savoir et c'est comprendre. Car il ne suffit pas seulement de savoir, il faut bien comprendre le sens des événements. Et quelle est la méthode historique? C'est très simple, vous savez, il y a 2 lois dans la recherche historique. Lucidité et loyauté. Lucidité, ça veut dire ne pas s'en laisser compter, tout vérifier. Et loyauté, ça veut dire être honnête, être objectif, comme on dit, ce qui n'exclut pas, ce qui plutôt n'ordonne pas l'impassibilité. Loyauté, lucidité. Alors allons-y, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, pendant cette première demi-heure, c'est de vous présenter le début, le départ de Napoléon dans la vie, et j'arrêterai à une certaine date très précise, vous verrez pourquoi, parce que c'est une coupure dans son destin, c'est le 11 juin 1793. Alors d'où sort-il ce Napoléon? Vous savez qu'il s'appelle Buonaparte, son vrai nom c'était Buonaparte. Les Buonaparte sont des Corses qui viennent d'Italie, vers le XVIe siècle semble-t-il. Le premier qu'on ait pu repérer était un commis de la banque Saint-Charles, ou Saint-Georges plutôt, de Gênes. On n'aperçoit d'ailleurs aucun soldat chez eux. Ce sont tous des fonctionnaires, ce sont des Robins. Le père de Napoléon Bonaparte sera un greffier au tribunal. C'est une famille qui s'est fait anoblir, mais récemment. C'est de 1757, 1757, l'anoblissement de cette famille. Donc une noblesse toute récente. En 1757, celui qui va devenir le père de Napoléon Bonaparte est un petit garçon de 11 ans. C'est donc le grand-père de Napoléon qui est devenu noble. On habite dans une petite maison de la rue Malherba, ce qui veut dire la rue de la mauvaise herbe. Une maison, il faut le dire, assez sordide. Napoléon dira plus tard, je suis né dans la misère, et il n'exagérait presque pas. On n'est pas riche du tout. Seulement, on a des prétentions. On est noble, et il a une phrase de sa mère qui nous racontera lorsqu'il est à Sainte-Hélène. Vous savez, à Sainte-Hélène, ce sera un bavard intarissable. Il nous dira des tas de choses sur lui. Ben, il nous rappellera une phrase de sa mère qui disait « Mieux vaut manger du pain sec à la maison et briller dans ses vêtements. » Donc, il s'agit de paraître. Son père s'était marié en 64, ce qui fait qu'il avait 18 ans, et il avait épousé une petite fille de 14 ans, mais vous savez, les Méditerranéennes sont précoces, qui s'appelait Laetitia Ramolino. Ils auront bientôt 4 enfants, mais il y en a 2 qui vont mourir tout de suite.
L'aîné s'appelle Giuseppe, qu'on appellera ensuite Joseph. Il est né en février 68. Mais dans cette même année 68, un énorme événement se produit. C'est au mois d'août l'année 68. La Corse, qui en principe appartenait jusqu'alors à Gênes, à l'état de Gênes. Je dis bien en principe parce que vous savez, les liens étaient très détendus. Il y avait en Corse un nommé Paoli qui dirigeait tout. On s'arrangeait pour ne plus payer les impôts que les Génois imposaient. Par conséquent, il y avait une quasi-indépendance. Mais, au mois d'août 68, l'état de Gênes vend la Corse à la France. 30 000 soldats français vont débarquer. Les gens sont extrêmement furieux pour deux raisons. Premièrement, ils parlent italien ou un dialecte italien. Ce sont des occupants étrangers qui arrivent. Ils considèrent les Français vraiment comme des étrangers. Et d'autre part, si les impôts ne se payaient plus du côté de Gênes, maintenant, avec le gouvernement royal, le gouvernement de Louis XV, puis bientôt Louis XVI, les impôts seront sérieux. D'où une très violente résistance, des combats, enfin ça va très mal. La famille Buonaparte s'est engagée dans la résistance. Et le père, Carlo Buonaparte, celui qui va bientôt être le père de Napoléon, est un des premiers collaborateurs de ce Paoli, son premier lieutenant, enfin quelqu'un qui se bat, paraît-il, qui aurait même fait le coup de feu contre les Français. À Ponte Novo, le 9 mai 1768, le 9 mai 69, je me trompe. À Ponte Novo, voilà un désastre qui se produit. L'armée de Paoli est complètement liquidée. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le Buonaparte? Brusquement, Buonaparte va renverser sa politique, faire une volte-face, quitter Paoli et la résistance pour passer à ce qu'il faut bien appeler la collaboration. Voilà le Corse Carlo Buonaparte qui passe du côté des Français et qui se fait immédiatement détester d'une grande partie de la population, et très particulièrement, vous le comprenez bien, de Paoli. Ça se situe à peu près en mai ou en juin 1769. Et le 15 août 1769, cette famille s'agrandit, le quatrième enfant, mais je viens de vous dire qu'il y en a déjà deux qui sont morts, il ne reste plus que le Giuseppe. Ce quatrième enfant, on va lui donner un prénom qui nous paraît inhabituel, mais qui était habituel là-bas, Napoleone. Sa mère dira, peut-être en souriant, Nabulione, et même, comme font souvent les mamans pour le petit garçon diminutif, il s'appelle le petit Nabou. Et bien, le petit Nabou, plus tard, laissera lui-même entendre qu'il n'est peut-être pas le fils de son père, mais qu'il est le fils du gouverneur français qui est là, le général comte de Marbeuf. En particulier, lorsqu'il reviendra de l'expédition d'Égypte, c'est en 99, sur le bateau qu'il ramène, il était avec un groupe de savants, et avec Monge en particulier. Il le dit à Monge, je peux être un général pour père. Ça me paraît impossible. Il n'aimait pas beaucoup son père, je vous en parlerai. Ça lui paraissait plus avantageux d'être le fils d'un général français qui s'appelait Marbeuf, puisque du côté des siens, il n'y avait aucun soldat, tandis que s'il était le fils d'un général français, ça le plaçait. Non, les dates sont là. Vous savez, il est né, vous avez bien entendu, hein, il est né le 15 août 69. Or, au mois de mai 69, sa mère, son père, ne connaissait pas encore Marbeuf. Ils étaient du côté de Paoli. La trahison de Carlo Bonaparte se situe, par exemple, enfin par là, en juin 69. Donc il est impossible que Laetitia Ramolino, devenue Madame Bonaparte, ait été la maîtresse de Marbeuf, qu'on ne connaissait pas 9 mois plus tôt. Donc, pas question, il est bien le fils de son père. Mais si Marbeuf n'est pas son père, il est aujourd'hui certain, il faut le dire, que M. de Marbeuf va devenir l'amant de sa mère. Tout à fait au-dessus de M. Carlo Bonaparte. Et Carlo Bonaparte, c'est un réaliste. Il s'était marié en 64, je vous l'ai dit, en 65, il avait déjà une sale histoire, il avait 19 ans en 65. On le trouve, on ne sait pourquoi, à Rome, mêlé à une histoire fâcheuse, à la fois une fille engrossée alors qu'il est marié et qu'il a abandonné, et d'autre part une escroquerie. Alors c'est pas très étonnant que cet homme se soit dit, mais il y a beaucoup d'avantages pour moi à être du dernier bien grâce à ma femme avec le gouverneur. Et en effet, ça va rapporter. Par exemple, dès 1777, ce monsieur Carlo Bonaparte va être désigné par Marbeuf pour être un des représentants de la noblesse corse aux États de Corse qui se réunissent à Versailles. Il a plusieurs enfants. Et il va demander à Marbeuf, qui ne demande que ça, fait qu'il est très, très content de rendre service à quelqu'un d'important dans la colonie, enfin dans le département si vous voulez, et surtout au mari de sa maîtresse, il va lui demander de se charger, de faire charger la France de l'éducation de ses enfants. Alors le Carlo Bonaparte, qui est malin, se fait donner un certificat d'indigence. À ce moment-là, il n'était plus indigent. Le départ, oui, il l'était, mais depuis l'amitié protectrice de Marbeuf, que Paoli appelait du reste le pacha luxurieux, depuis cette amitié protectrice, la famille s'est établie sur un pied un peu meilleur. Alors, certificat d'indigence qui se fait donner en 76, de telle manière que les enfants puissent être élevés à la charge de la France. Et en décembre 78, le voilà le père qui va partir de Bastia avec ses deux aînés, le Giuseppe et le petit Napoleone. On va les emmener
à Autun. Pourquoi Autun? Parce que, paraît-il, le Giuseppe, il aurait une vocation sacerdotale. N'en croyez rien. On dit simplement, à ce moment-là, vous savez que c'est très bien dans les familles aristocratiques, qui est un prêtre d'un côté et un soldat de l'autre. Alors, l'aîné sera prêtre, Giuseppe, parce qu'il n'a pas envie d'être soldat. Et le tout petit, il a 9 ans et demi, qui s'appelle Napoleone. On va l'emmener au séminaire d'Autun. Et pourquoi a-t-on choisi Autun? Parce que l'évêque d'Autun s'appelle Marbeuf. C'est le prédécesseur juste de Talleyrand, vous savez. C'était le frère de M. de Marbeuf. Alors, pendant 3 mois, mais seulement pendant 3 mois, au début de l'année 79, Napoleone va être élève du séminaire d'Autun. Il ne sait pas le français. C'est très important. Il ne sait pas, absolument pas le français. Il sait un dialecte corse. Et pendant ces 3 mois, on nous dit, par exemple, M. Madeleine dit, il a appris le français en 3 mois. Non, c'est pas vrai. Il a commencé à baragouiner le français. Et au bout de 3 mois, il va aller à une école militaire, puisqu'on le destine à être un officier, l'école militaire de Brienne. Brienne dans l'Aube, vous savez, près d'Arcis-sur-Aube, la patrie de Danton. Là, il ne va pas rester 3 mois, il va rester 5 ans. Qu'est-ce que nous avons comme renseignements sur le petit Napoleone à Brienne? Là, il y en a pas mal, mais seulement ils ne sont pas sérieux. Je vous parlais de la critique des documents, et c'est là qu'il faut faire très attention. Il y a dans la correspondance de Napoléon un texte qui est encore aujourd'hui souvent admis, et qui est visiblement un faux. Je vais vous le montrer, je vais vous dire pourquoi c'est un faux. C'est une lettre que le petit Napoleone aurait adressée à sa mère en avril 81, ce qui lui fait 12 ans, à peu près, même pas 12 ans. Il parle de ses camarades. Et il aurait dit, il n'y en a parmi eux pas un seul qui ne me soit très inférieur par les sentiments dont mon âme est enflammée. Pensez-vous que ce garçon de 12 ans, de moins de 12 ans, pouvait écrire des choses pareilles? La preuve que ce n'est pas vrai, c'est que les billets authentiques que nous possédons d'un Napoléone, qui n'a pas 12 ans, mais qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, sont dans un français extraordinairement approximatif. Tenez, par exemple, il écrit en 86, il a 17 ans, il écrit à un libraire. J'entends votre réponse, au lieu de j'attends, mais il écrit bien J-E-N-T-A-N-T. J'entends votre réponse pour vous envoyer l'argent à quoi cela montera. Un autre texte de février 93, il a 24 ans. C'est un texte qu'il écrit à Colonna Cesari. Il lui dit, je vais partir de Bonifacio pour me rendre à Ajaccio, je me trouverai le plus près de voir, écoutez bien, hein, je me trouverai le plus près de voir les nouvelles des commissaires. J'entends de vos nouvelles. Toujours, à 24 ans, il entend toujours ou attend, c'est la même chose. J'entends de vos nouvelles, je verrai de travailler à éclairer l'opinion. Verrai, ça s'écrit V-A-I-R-A-I. Je verrai de travailler à éclairer l'opinion. Par conséquent, le document qu'on nous apporte, celui de 81, il y en a un autre de 82, comme étant des lettres authentiques du petit Bonaparte pour nous montrer à quel point il est extraordinaire en français, tout ça, c'est un mensonge. De même, quand on nous présente des lettres de sa mère, 2 lettres de sa mère, qu'elle lui aurait écrites quand il était à Brienne, c'est une plaisanterie. La pauvre Laetitia, enfin celle qui deviendra Madame Mère, est quelqu'un qui savait à peine lire et écrire à peu près pas, lire un petit peu, est tout à fait incapable d'écrire les lettres qu'on lui attribue. Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, dira quand un homme est devenu fameux, on lui compose une enfance de légende. Eh bien oui, on a composé une enfance de légende aussi du sujet de Napoléon. Alors qu'est-ce qu'il y a comme certitude? Il n'y en a pas grand-chose comme certitude. 1. À Brienne, il a sûrement été malheureux. Il y a un petit détail important, il baragouine le français, il le parle très mal. Et les camarades, vous savez, c'est jamais gentil. Enfin, quand un garçon arrive là parmi des copains et qui parle un français très mauvais, les garçons se moquent de lui. En plus, il a eu l'imprudence d'avouer son prénom. Encore, c'est rien, hein, Napoléon, ça va. Mais quand il est Napoléoné au petit garçon de Brienne, alors on l'appelle tout de suite la Paillonnée. Et il n'aime pas ça du tout. D'autre part, c'est un garçon qui n'est pas brillant. Monsieur Madeleine. Il nous dit qu'il était d'une intelligence tellement exceptionnelle qu'il a dépassé très rapidement ses maîtres, en particulier en mathématiques. Mais non, c'est-à-dire qu'on a été allé regarder les dossiers, on les a, les dossiers du petit Bonaparte, là-bas, quand il était à Brienne. Élève très moyen. En mathématiques, un peu supérieur au reste, mais très moyen. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Sinon, une petite note qui est très intéressante, qui est une note du directeur, qui dit « caractère soumis ». Alors quand, à 15 ans, il quitte cette petite école de Brienne, c'est un garçon très convenable, pas brillant, pas extraordinairement brillant, mais surtout qui n'est nullement en révolte, comme on l'a souvent représenté. Et où va-t-il à 15 ans? Il va à l'école militaire supérieure de Paris, l'école militaire supérieure qui était pour les cadets gentilshommes, et il est cadet gentilhomme, comme Chateaubriand le sera l'année suivante. C'est un home de luxe, vous avez cette école militaire de Paris, c'était pas sérieux du tout. Quand je pense que M. Bainville, dans son histoire de la Révolution, l'histoire de Napoléon aussi, Bainville dit, dans cette armée d'Ancien Régime, tout était sérieux. Oui, ben quand on regarde de près, c'est pas sérieux du tout, à preuve que le budget de la guerre, savez-vous, le budget de la guerre en 1789, la moitié du budget de la guerre était consacré à la solde des officiers. Alors, pendant moins d'un an,
Le petit Bonaparte va se trouver dans cette école militaire de Paris. Il y entre en octobre 84, il en sort en 85, en septembre 85, pas dans un rang très brillant, il sort 42e sur 58, 42e sur 58, et le voilà qui, à 16 ans, est sous-lieutenant. Le visage qu'il a à ce moment-là, c'est le premier que nous possédons, celui que vous avez vu peut-être tout à l'heure sur le générique. C'est le premier visage sérieux, enfin authentique, que nous avons de ce garçon. Avec une note également de la direction, disant hautain, féru d'amour-propre, très ambitieux. Vous voyez qu'il a pas mal changé entre Brienne, caractère soumis, et ce qu'il est maintenant. C'est vrai qu'il est un sous-lieutenant, un brillant sous-lieutenant qui va aller au régiment dit de l'affaire à Valence. Régiment de l'affaire à Valence, si on regarde la carrière de l'officier Bonaparte, on s'aperçoit que c'est une carrière d'éternel permissionnaire. C'est ça que Bainville appelait le sérieux de l'armée d'Ancien Régime. Alors je vais vous donner des chiffres, pardonnez-moi de les lire parce que c'est très important. Il arrive à Valence, à son corps, le 3 novembre 85. L'été suivante, il demande un congé de 6 mois, à compter du 1er septembre 86. 6 mois. Mais il ne rejoindra que 13 mois plus tard, et il n'y aura pas de difficulté. Il rejoindra le 30 septembre 87. Le régiment est déplacé, il va à Auxonne le 1er octobre 87, dès le début de novembre, alors qu'il est arrivé le 1er octobre. Il demande encore un congé de 6 mois. Donc il devrait rejoindre le 30 mars suivant. Il ne rejoindra que le 15 juin 88. Le 9 septembre 89, nouveau congé de 6 mois, qui en feront cette fois 16 mois. Il sera absent du régiment toute l'année 90. Il ne rejoindra que le 11 février 91. Et le 1er septembre 91, il redemandera un congé de 3 mois, vous entendez, donc retour obligatoire le 31 décembre, et il ne rejoindra jamais. On verra comment il va s'arranger. Le cas particulier de cet officier français, c'est qu'il déteste la France. Il déteste la France pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il parle mal le français, parce qu'il a un teint olivâtre, parce que les camarades le considèrent comme un métèque, parce qu'il est pauvre aussi, et parce qu'il n'a pas de relation, et qu'il voit ses camarades promis à des situations rapides parce qu'ils ont des appuis en France, tandis que lui a eu Marbeuf, et Marbeuf, maintenant, il n'est plus dans la course. Alors c'est un garçon qui est furieux aussi de penser que les occupants français viennent prendre toutes les places. Je vais vous apporter des textes là-dessus. Il ne faut jamais affirmer, surtout des choses violentes comme celle-là, sans des preuves. Il écrit à Goubico, qui est greffier des États de Corse, continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime? Continuerons-nous à voir tous les emplois, vous entendez, tous les emplois que la nature nous destinait, tenus par des étrangers? Voilà ce que l'officier français, l'officier Bonaparte du régiment d'Auxonne, va écrire en marge d'un bouquin. Féroces et lâches, les Français joignent aux vices des Germains ceux des Gaulois. C'est le peuple le plus hideux qui ait jamais existé. C'est l'officier français Bonaparte qui écrit ça. Et le 12 juin 89, écrivant à Paoli, quand je naquis, la patrie c'est la Corse, la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyèrent la liberté dans les flots de sang. L'esclavage fut le prix de notre soumission. Accablés sous la triple chaîne du soldat, du légiste, du précepteur, nos compatriotes vivent méprisés, etc. Puis vous vous rappelez, je vous ai parlé, je crois, une fois de l'affaire Dreyfus. On avait cité la lettre de 1884 d'un certain officier Esterhazy, qui, lorsqu'il était lieutenant de l'armée française, disait « Ma plus grande joie serait d'entrer dans Paris à la tête d'un escadron de Houlans et de sabrer 100 000 Parisiens. » Le petit Bonaparte est à peu près du même genre. C'est un petit colonisé, excuse que n'aura pas Esterhazy, c'est un petit colonisé, un colonisé de fraîche date, qui se fait entretenir par la France, mais qui attend les moyens de l'égorger. Alors quel jeu va-t-il mener? Un double jeu. Quand il est en France, à son régiment, il est loyaliste, l'officier français. Mais quand il est en Corse, et vous avez vu qu'il y est tout le temps fourré, puisqu'il prend des congés perpétuellement, il est séparatiste. Ce double jeu, à partir de 89, va devenir ce qu'on peut appeler un double jeu au carré. Car il s'agit de voir l'attitude curieuse de Bonaparte à l'égard de la Révolution. Selon les opportunités, selon les uns, selon les autres, il est de gauche ou il est de droite. Quand il est à Valence, le voilà qui s'inscrit au club des Jacobins de Valence. Il est presque montagnard, il est très à gauche. D'autre part, il écrit une lettre contre un député qui s'appelle Buttafuoco, qui est un député corse de droite, de la noblesse. Et c'est à propos d'ailleurs qu'il dit, heureusement que mon père est mort quand j'avais 17 ans, parce qu'il m'aurait beaucoup gêné au moment de la Révolution. Mon père aurait certainement été un député de droite, de la noblesse, de droite, en Corse, et ça m'aurait horriblement gêné. Alors il écrit à Buttafuoco une lettre très violente, très méprisante, où il crie à la fin « Ô Mirabeau, ô Lafayette, ô Robespierre !» Et puis, dans un article qu'il a fait, une espèce de discours qu'il a fait pour l'Académie de Lyon, en 91, vous le voyez écrire ceci: contre les rois, il n'y a point d'homme là où les rois sont souverains. Contre les nobles, brigands à parchemin, dit-il.
contre les moines, qu'il appelle des fakirs cloîtrés, contre les riches, dénonçant leur égoïsme et exaltant le mépris de l'or. Voilà l'aspect gauche du citoyen Bonaparte. Mais en même temps, il a un aspect de droite. Quand il était à Aussonne, il a été obligé de participer, comme lieutenant, à des répressions. Ce que M. Bainville appelle des désordres vulgaires. Des désordres vulgaires, ça veut dire des émeutes de la famine. Alors ça lui est arrivé 2 fois, en avril 89 à Sœurs, en juillet 89 à Auxerre. Et à Auxerre, il a eu un mot extrêmement intéressant. Avant de faire tirer contre la foule, où il y avait surtout des paysans, il a dit que les honnêtes gens se retirent, je ne tire moi que sur la canaille. D'autre part, il a caché maintenant, vous pensez à ses camarades de régiment, il n'a pas dit qu'il s'appelait Napoléon, c'est ridicule. Alors il a signé Carlo, comme son père, Carlo Bonaparte. Mais il ne signe pas Carlo Bonaparte, il signe Carlo de Bonaparte. Dans cette note à Goubico, dont je vous parlais tout à l'heure, où il disait ce sont les Français qui prennent tous les emplois qui leur viendraient normalement, il dit, et la plupart du temps, des gens de naissance abjecte. Est-ce que lui, c'est un aristocrate? Et quand en 92, il va se trouver à Paris, et qu'il va voir les événements de juin 92, lorsque le peuple entre aux Tuileries, d'août 92, lorsqu'il verra le roi chassé, on connaît, c'est très célèbre, enfin c'est son camarade de Bourrienne qui l'a raconté dans ses mémoires, on connaît le mot qu'il a employé contre Louis XVI, il l'a appelé, vous savez, Kekolion, ça veut dire convenablement qu'il est un imbécile qui se laisse ainsi chasser. Il y a une note de lui, il avait 20 ans, 21 ans, que je tiens à vous lire, où il parle de son dégoût de tout, c'est une note intime, son dégoût de tout, car je ne puis pas suivre la seule manière de vivre qui pourrait me faire supporter la vie. Qu'est-ce que c'est cette manière de vivre? C'est un officier sans relation, sans appui. Oh, il a entouré son général Dutheil de toutes sortes d'assiduités, mais enfin, il n'a pas beaucoup avancé. Et qui se dit, qu'est-ce que ça va être ma carrière? Eh bien, l'avancement tous les 15 ans. Avancer tous les 15 ans, c'est rien, c'est pas sérieux. La seule manière de vivre qui me ferait supporter la vie, c'est l'opulence. Mais il faut savoir que c'est ça le but de ce pauvre, de cet officier pauvre qui s'appelle Bonaparte, qui convoite l'argent, qui convoite une grande situation, et tout l'intérêt de l'étude que nous allons conduire ensemble, c'est de voir ses voies et moyens pour parvenir à cette opulence qui est son but. Alors en Corse, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut coller à Paoli, bien sûr. Paoli, c'est le grand homme. Il a été exilé, il est maintenant en Angleterre, mais enfin, tous les Corses se bénissent Paoli. Mais lui, il s'appelle Bonaparte. Et les Bonaparte, ils sont très mal vus de Paoli, puisque le père a trahi, puisqu'il est passé du côté de la collaboration. Alors vous voyez, toute la politique du petit officier Bonaparte, c'est de coller à Paoli, de flatter Paoli. Le 12 juin 89, il lui envoie une grande lettre contenant les insultes contre la France que je vous ai dites, et se terminant par la proposition d'écrire une histoire de Corse, où lui, le petit Bonaparte, mettrait Paoli sur un pinacle. Paoli répond très froidement. Le nom de Bonaparte est extrêmement hostile. Il lui a écouté, on verra, enfin quand vous serez plus mûr. Le 30 novembre 89, voici, grâce à Mirabeau, l'Assemblée nationale qui amnistie Paoli, l'ancien résistant, et qui dit, il va rentrer en Corse, et même on lui donnera une belle situation. Alors immédiatement, Bonaparte s'affole en se disant comment est-ce qu'il va me recevoir. Il fait mettre une banderole sur sa maison, vive Paoli, vive la nation. Et le 17 juillet 90, lorsque Paoli arrive à Ajaccio, vous imaginez l'accueil délirant, et Bonaparte est au premier rang pour se faire admettre. Il y a des élections au directoire départemental. Il est trop jeune pour se présenter. Il va présenter son frère, Giuseppe, qui a abandonné toute idée ecclésiastique, qui voudrait faire de la politique. Mais Paoli ne veut pas de ces Bonaparte. Et là, à Sainte-Hélène, Bonaparte, enfin Napoléon, racontera les blagues les plus émouvantes, mais il nous dira, Paoli voulut me gagner, me serra sur son cœur, me dit que j'étais un héros, mais il ne put réussir auprès de moi. Élevé en France, j'étais français, et ne respirais que les idées françaises. C'est ce qu'il raconte en 1817, comme transfiguration, enfin comme transmutation du réel. Vous avouerez que c'est assez réussi, assez coquet. Si seulement Paoli l'avait serré sur son cœur, mais Paoli continue à le regarder de haut. Échec l'année suivante quand il essayera de présenter son frère à la législative. En 92, il essaye de devenir lieutenant-colonel de la garde nationale. C'est un gamin, enfin, il a 24 ans. Et en France, qu'est-ce qu'il est? Il est lieutenant. Oui. Et bien, le lieutenant va essayer d'être lieutenant-colonel. Il va y arriver par des procédés qui, semble-t-il, en France sont difficilement acceptables, mais qui sont un peu plus connus en Corse, puisqu'on a le chiffre des voix qu'il a obtenues. Il a eu 522 voix sur 492 inscrits. Alors, ayant tripoté comme ça les urnes, il arrive tout de même à être lieutenant-colonel, et il va se déchaîner contre le colonel Maillard, qui représente l'État français à Ajaccio, parce que le colonel Maillard, au moment de Pâques 92, a fait un défilé, enfin une procession, dans les rues. Le colonel Maillard était catholique, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de rupture entre le catholicisme et la Révolution, et Napoléon, qui prend une attitude extrêmement anticléricale, vous avez vu, des fakirs cloîtrés, va lancer ses hommes de la garde nationale contre les soldats français, au nom de Paoli, pour essayer de s'emparer de la citadelle et faire du séparatisme. Sa situation est tellement mauvaise, c'est tellement dangereux,
lui qui est un officier en somme déserteur, que Paoli lui dit, je crois que vous devriez aller à Paris pour essayer de régler votre situation. Alors il va à Paris. Il va à Paris, il obtient à Paris quelque chose d'inouï. C'est un officier déserteur. Et savez-vous que ce garçon, le 13 juillet 92, comme récompense d'avoir déserté, il va être nommé brusquement capitaine. Pourquoi? Parce que nous sommes en juillet 92. Parce que c'est la guerre. Parce que dans son régiment, qui est le 4e régiment d'artillerie, sur 80 officiers au début de 89, il en reste 14. Alors on est bien obligé de faire des avancements. Et on se dit, il faut des soldats puisque c'est la guerre. Mais lui, le petit Corse, la France, ça n'intéresse absolument pas. Il a signé, on nous représente ça assez souvent dans tous les documents sur lui, il a signé, comme tous les officiers français devaient signer, un texte du 6 juillet 91 que voici. Je jure d'employer les armes remises en mes mains à la défense de la patrie et de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par les troupes étrangères. Il est envahi à ce moment-là le territoire français. La patrie est en danger, car nous sommes en juillet 92. Il s'en moque bien. Il va continuer son système uniquement corse. Il va obtenir encore un moyen de revenir en Corse. Sa sœur Maria Anna, elle laïcisera son nom bientôt, elle se fera appeler Elisa. Elle était à Saint-Cyr. C'est encore M. de Marbeuf qui a obtenu ça. Elle était élevée à Saint-Cyr, cette fille. Et bien il dit, oh, elle a 18 ans, dans une situation pareille, avec la Révolution, elle ne peut pas traverser la France toute seule, cette fille, alors je vais l'accompagner. C'est un moyen qu'il trouve pour rentrer en Corse. Pour rentrer en Corse à la veille des élections de la Convention, parce qu'il espère que son frère Joseph va pouvoir se faire élire. Encore refus, encore raté, toujours Paoli qui s'oppose au Bonaparte. Alors nous assistons à ceci, que brusquement, le petit Napoléon Buonaparte imite ce qu'avait fait son père. Le père avait trahi Paoli en 69. Et lui, en 93, va se retourner contre Paoli en se disant, toutes les chances sont maintenant du côté de la Révolution, toutes les chances sont du côté de la Convention, je vais me déclarer l'ennemi de Paoli, parce que Paoli est en effet un réactionnaire. Il va déchaîner son Luciano. Luciano, c'est son frère qui a 15 ans et demi et qui est resté en France. Il est à Toulon. Il est même président du club, non, secrétaire du club des Jacobins de Saint-Maximin. Luciano, spontanément, enfin poussé par lui, Bonaparte, le chef de famille, va écrire à la Convention pour dénoncer Paoli comme préparer une insurrection générale. Paoli l'apprend, pensez. Alors le voilà qui explose, on pouvait s'y attendre. Ces fils de Carlo, dit le vieux Paoli, nés dans la fange du despotisme, élevés aux frais du pacha Marbeuf, maintenant associés aux brigands des clubs, aux massacreurs de septembre, et en particulier, dit-il, Questo Birbo Napoleone. Questo Birbo, m'a-t-on dit, ces deux traductions, quand on parle noble, on dira quel schnappant, et quand on parle moins noble, Questo Birbo, ça fera cette fripouille. C'est la rupture absolue entre Napoléon et Paoli. Il va maintenant s'appuyer sur les commissaires de la Convention, en particulier sur Salicetti. Il va essayer d'organiser une attaque d'Ajaccio par mer. Ça va foirer de la main, enfin, s'écrouler de la manière la plus pitoyable. Il est obligé de s'enfuir. Sa maison, sa petite maison de famille, est pillée par les paolistes. Et le 11 juin 93, il a donc 24 ans, emmenant toute la Smala, on s'en va, on va se réfugier du côté de cette France que l'on détestait, et il va prononcer la phrase que vous connaissez, Questo paese non è per noi, ce pays n'est pas pour nous. Ce pays, la Corse, son pays. Il gardera une rancune permanente, une rancune incurable, oui, on peut bien le dire, à la Corse. Jamais il ne s'entourera de Corse. Et en 1821, très peu de mois avant sa mort, le 24 février 1821, à Sainte-Hélène, il dira au maréchal Bertrand les paroles que voici. La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, une verrue qu'elle a sur le visage. Choiseul disait que si d'un coup de trident, on pouvait, à la Neptune, enfoncer la Corse sous la mer, ce serait un bon débarras. Et il avait raison, dit Napoléon. Eh bien, telle est la malédiction posthume ou presque posthume de Napoléon sur cette île odieuse qui s'était refusée à lui servir de tremplin.